Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Africa 24 au sommaire. En Afrique du Sud, l'ANC réussira-t-il à préserver sa majorité au Parlement? Question centrale des élections générales de ce 29 mai. Environ 28 millions de Sud-Africains étaient attendus aux urnes pour choisir les 400 membres du Parlement. Un nouveau gouvernement nommé en République démocratique du Congo. 5 mois après sa réélection, le président Félix Tshisekedi aligne 53 personnalités pour accompagner la première ministre Judith Suminwa. Parmi les priorités de la nouvelle équipe exécutive, la crise sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Et le président de transition du Gabon est en France. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a entamé ce mercredi une visite de travail à Paris. Première escale de son séjour, le Forum économique Gabon-France. Nous retrouverons sur place nos envoyés spéciaux dans le cours de cette édition. C'est une journée décisive ce 29 mai en Afrique du Sud. La nation arc-en-ciel a essaimé les bureaux de vote pour élire les membres du Parlement dans le cadre des élections générales de 2024. Environ 28 millions d'électeurs inscrits devaient choisir entre 70 partis politiques et autres candidats indépendants. 400 sièges de députés sont en jeu, mais au-delà du Parlement, les élus devront désigner le président de la République selon la loi sud-africaine. Pour la première fois depuis 30 ans, l'ANC, le parti historique de Nelson Mandela, est en difficulté dans les sondages. Son chef de file, le président Cyril Ramaphosa, espère briguer un second mandat en cas de majorité absolue. Les détails avec Pauline Minka. Le vote en Afrique du Sud, qui a débuté le mercredi 29 mars 2024 dans les 23 292 bureaux de vote, est la 7e élection nationale organisée dans ce pays, devenue une démocratie multiraciale il y a 30 ans. Les centres de vote, ouverts depuis 7 heures du matin, ont dressé de longues files d'attente. Environ 28 millions d'électeurs inscrits sur les listes devraient élire un nouveau Parlement qui choisira ensuite un président. Les personnes à mobilité réduite ont déjà accompli leurs devoirs citoyens depuis lundi et mardi lors du vote par anticipation. La situation en Afrique du Sud est très singulière puisque ces élections générales sont très attendues en raison du fait de la perte d'influence notoire de l'ANC depuis 1994. De là à dire que l'ANC va être totalement défaite au cours de ce scrutin, je pense que cela nécessite de la prudence. Ce scrutin revêt une importance capitale pour le parti au pouvoir, plus que jamais sur le point de perdre sa majorité au Parlement. L'ANC est fragilisée par tant d'allégations de corruption et de dissension dans un pays où moins de 59% de la jeunesse réclame un emploi. Un vent de changement pourrait souffler sur l'Afrique du Sud au soir de ces élections. Le Congrès national africain, ANC, a accédé au pouvoir pour la première fois sous la direction de Nelson Mandela en 1994 et remporté la majorité lors des 6 élections suivantes. Le parti pourrait obtenir moins de 50% cette année selon les sondages. Pour autant, le jeu d'alliance politique peut permettre à l'ANC de continuer à gouverner, notamment avec les petits partis. Donc il faudra être très attentif aux scores qu'ils vont obtenir au cours de ce premier tour. Les électeurs éliront des assemblées provinciales dans chacune des 9 provinces du pays, ainsi qu'un nouveau parlement. Selon la loi, la commission électorale sud-africaine dispose de 7 jours pour annoncer les résultats complets, mais elle publie normalement les résultats partiels quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Et la même conquête du Parlement fait la une à Madagascar. Ce mercredi, 11,6 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour les législatives de 2024. La journée de vote s'est déroulée dans le calme selon plusieurs observateurs déployés sur place. Le président malgache Andry Rajoelina a voté dans son quartier de résidence en appelant à une forte mobilisation citoyenne. Face à une opposition fissurée, la coalition du parti au pouvoir est la seule force politique présente sur l'ensemble des 120 circonscriptions électorales. Les partis adverses n'ont pu couvrir que 60% des districts et dénoncent un scrutin contrôlé par le pouvoir. Les deux plateformes de l'opposition espèrent tout de même glaner assez de sièges pour peser dans la politique gouvernementale. La grosse inconnue de ce rendez-vous électoral demeure le taux de participation après le faible engouement pour la présidentielle de 2023. Seulement 40% des électeurs malgaches s'étaient rendus aux urnes. C'est un remaniement attendu
depuis longtemps en RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi vient de nommer les membres de son nouveau gouvernement plus de 5 mois après sa réélection. Légère diète pour l'équipe exécutive qui passe de 57 à 54 ministres, dont 18 femmes. La première ministre Judith Suminwa, nommée en avril, sera soutenue par 6 vice-premiers ministres. Au-delà des mises à l'écart, mutations et des promotions, le nouveau gouvernement congolais devra porter les défis du second mandat du président Tshisekedi. En tête de liste, la grave crise sécuritaire dans la province du Nord Kivu avec la rébellion du M23. Présentation de la nouvelle équipe ministérielle avec Philomène Tine. 5 mois après sa réélection en décembre 2023, le président de la République démocratique du Congo, RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a formé son premier gouvernement mercredi 29 mai 2024. La nouvelle équipe gouvernementale connaît la fusion de certains ministères et sa taille passe de 57 à 54 ministres, démontrant la ferme volonté du président congolais de réduire le train de vie de l'État. En outre, ce nouveau gouvernement se distingue également par une représentation féminine de 33% avec 17 femmes. Tout ça pour ça, a-t-on tendance à dire, après 6 mois d'attente d'un gouvernement aussi pléthorique que le précédent. Alors, s'il y a quelques innovations, il faut signaler que la plupart des classiques du gouvernement précédent sont revenus, mais en jouant à un jeu de chaises musicales, en changeant tout simplement de portefeuille. Alors, l'innovation, c'est au niveau de certains ministères, par exemple, Jacquemain Chabani, qui occupe le portefeuille de l'Intérieur, ou Madame Yolande Elebe-Mandebo, une belgo-congolaise qui prend le ministère de la Culture. Le nouveau gouvernement de la RDC dirigé par la première ministre Judith Suminwa comprend 6 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 24 ministres, 4 ministres délégués et 10 vice-ministres. Parmi ces 53 membres, 30 sont de nouveaux ministres, 15 anciens ministres sont reconduits à leur poste et 9 sont affectés à d'autres ministères. L'efficacité de ces gouvernements dépendra de la capacité de la majorité parlementaire à produire de bonnes lois et de la qualité du contrôle parlementaire, ainsi que de la marge de manœuvre que voudra bien laisser le président de la République à Madame la Première ministre, qui, disons-le, a été bien formée en Belgique, sauf que, avec une certaine expérience professionnelle, sauf que son bilan au ministère du Budget où elle était avant est quand même assez mitigé. Ministère du Plan, pardon. Dans une conjoncture actuelle incertaine, l'économie de la RDC fait face à de multiples défis tels que le déficit de la production électrique, une mauvaise gouvernance et corruption. Réélu le 20 décembre 2023 avec 73% des voix, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement ont devant eux une tâche ardue mais cruciale pour l'avenir économique et industriel de la République démocratique du Congo dans les 5 années à venir. Un texte court et clair pour arrêter le massacre à Rafah. Ce sont les mots de l'ambassadeur algérien aux Nations Unies ce mardi. Au lendemain de l'attaque israélienne dans le sud de la bande de Gaza, l'Algérie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le pays compte présenter une résolution qui exige le respect immédiat du cessez-le-feu par toutes les parties et la libération des otages de l'attaque du 7 octobre 2023. Le projet de texte appelle par ailleurs à l'application des résolutions précédentes, notamment l'ouverture des points de passage frontaliers et l'accès à l'aide humanitaire pour plus de 2 millions de Gazaouis. Ce mercredi, une coalition de 20 ONG alerte sur les risques de décès dus à la famine et à l'absence d'assistance médicale. Une situation aggravée par la fermeture des points d'entrée terrestres et maritimes. Le président de la transition du Gabon poursuit sa visite de travail en France. Pour sa première journée à Paris, le général Brice Clotaire Oligui Nguema était l'invité du Forum économique Gabon-France co-organisé par l'UMEDEF, le mouvement des entreprises de France. Un rendez-vous conçu comme un carrefour d'opportunités entre investisseurs gabonais et français. Libreville espère y glaner les partenaires clés pour financer les projets d'infrastructure et surtout récolter des investissements. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Ousseynou Gueye et Kamesh Katapoli.
Les investisseurs ont répondu présent à l'invitation lancée par le MEDEF et l'ANPI du Gabon. Le rendez-vous était donné ce mercredi 29 mai au Salon Hoche de Paris. Un forum économique déterminant pour le Gabon en quête de diversification économique. Pour s'émanciper de sa dépendance au pétrole notamment, le pays d'Afrique centrale mise sur plusieurs secteurs clés. L'agriculture, les énergies ou encore les infrastructures. Des filières qui étaient d'ailleurs au cœur de tables rondes tenues ce jour. Et parmi les personnalités présentes à ce forum, le ministre gabonais des Comptes publics, Charles Mba. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Madame. Alors un certain nombre de mesures ont été mises en place par le Gabon pour améliorer le climat des affaires. On parle notamment d'incitation fiscale ou encore de facilité administrative. De quoi s'agit-il exactement? Écoutez, d'abord vous parlez de climat des affaires. Le climat des affaires est d'abord une question de climat. Vous voyez bien que quand nous organisons un forum économique ici, il paraît qu'il y avait 300 places, mais 1 millier de personnes inscrites. Ça montre bien que le Gabon représente à nouveau une alternative intéressante en matière d'investissement. Donc le climat des affaires par lui-même, en dehors du cadre juridique, s'est amélioré. Alors vous évoquiez tout à l'heure la question des incitations fiscales. Bien sûr, nous avons à la fois la pression des partenaires financiers internationaux, le Fonds monétaire, la Banque mondiale notamment, qui n'est pas très favorable à toutes les facilités fiscales qui pourraient être faites aux entreprises. Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, bien sûr, puisqu'il s'agit du ministère de l'économie, mais tout de même, de manière globale, la question est, le Gabon a besoin que des investisseurs viennent. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons, nous montrons notre bonne volonté pour qu'ils prennent le risque de venir s'installer chez nous. La deuxième chose, vous parlez de mesures administratives. Je suis donc chargé, par exemple, de la question contentieuse. Si le climat des affaires était mauvais, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de contentieux, ou il y a pas mal de contentieux avec des entreprises notamment. Étant en charge de ce dossier particulièrement, nous avons veillé à ce que dans le budget de l'État, il y ait des moyens suffisants pour apurer les dettes qui viennent du contentieux avec notamment les investisseurs. L'objectif premier de ce forum est la concrétisation d'un nouveau partenariat économique entre le Gabon et la France. Un nouveau partenariat qui se matérialise par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente. Merci Kamesh. Et c'est une coopération qui prend du volume. La relation entre l'Afrique et les BRICS a fait débat lors des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Nairobi. Le groupe, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, joue un rôle croissant dans le commerce, la finance, l'investissement ou encore la gouvernance mondiale. L'ajout de 6 nouveaux membres dans 2 pays africains en janvier représente une vaste opportunité de commerce et d'investissement pour les économies du continent. Catherine Gombe nous en dit plus. Au milieu d'importants défis politiques et économiques, l'Afrique forge une nouvelle stratégie diplomatique qui consiste à explorer l'intégration et les échanges commerciaux avec les BRICS. De l'avis des experts, l'organisation qui s'est élargie en 2024, acceptant la candidature de l'Éthiopie et de l'Égypte entre autres, devrait constituer pour les pays africains une passerelle vers un marché plus vaste pour ces exportations. Ce à condition de créer un cadre normatif commun destiné à accélérer l'industrialisation locale et combler le déficit infrastructurel qui se chiffre à 100 milliards de dollars par an selon la Banque africaine de développement. Nous sommes très intéressés par les infrastructures qui permettent à l'industrialisation de se poursuivre sur le continent. Et je pense que ce que nous devons faire, c'est penser de manière innovante en tant que continent en sortant des sentiers battus. À l'occasion d'une conférence organisée en marge des assemblées annuelles 2024 de la Banque africaine de développement, le 27 mai 2024 à Nairobi sous le thème BRICS Plus et l'Afrique, opportunités de commerce et d'investissement pour l'Afrique, des experts ont relevé l'importance de déplacer l'accent de la libéralisation du commerce ou de l'intégration à grande échelle vers la construction d'un cadre plus large d'intégration et de coopération entre les BRICS et leurs partenaires à travers les continents. Ces plateformes offrent de nombreuses opportunités pour le continent avec le secteur privé. Maintenant, je pense que nous devons tirer parti des opportunités qui ont été créées par les gouvernements africains pour le secteur privé. Il est essentiel pour nous, et en particulier pour l'Afrique, d'être en mesure de raconter notre propre histoire, de communiquer ce récit et de sensibiliser à ce qui est disponible sur le continent et à ce que le continent a vraiment à offrir au reste du monde. Les BRICS représentent 37% du PIB mondial selon des données du Forum économique mondial.
Ainsi, chaque membre est également une économie de premier plan sur son continent ou sa sous-région dans le cadre d'un accord d'intégration régionale. Pour John Bosco Kalissa, directeur général du Conseil des affaires de l'Afrique de l'Est, il est à cet effet urgent d'accélérer la mise en œuvre effective de la ZLECAf dans un contexte où le commerce intra-africain s'élève actuellement à 18% contre 50% en Asie et 70% en Europe. D'autres chiffres dans l'actualité en Angola, le chômage est en hausse de 9% au premier trimestre 2023. Les données sont de l'Institut national de la statistique. L'INE révèle que plus de 180 000 Angolais en âge de travailler se sont retrouvés au chômage durant les 3 premiers mois de l'année, ce qui porte le nombre de chômeurs à plus de 5,6 millions dans le pays. Une importante masse de personnes sans emploi dans un contexte où le secteur informel représente 60% du PIB de l'Angola. Mildred Yamo. Le taux de chômage en Angola s'est établi à 32,4% au premier trimestre 2024. Les données de l'Institut national de la statistique INE montrent une augmentation de 9,1% par rapport au quatrième trimestre 2023. Au premier trimestre 2024, plus de 180 000 Angolais supplémentaires en âge de travailler, soit 15 ans et plus, se sont retrouvés au chômage, totalisant plus de 5,6 millions de chômeurs. Parmi les personnes âgées de 15 à 24 ans, la population au chômage est passée à plus de 3,7 millions de personnes, avec près de 300 000 jeunes supplémentaires au chômage, selon les chiffres de l'INE. L'Angola est un pays qui a un taux de pauvreté l'un des plus élevés, au-delà de 30-32%, ce qui rend le pays fragile dans la créativité d'emplois décents. Pour sortir du gouffre du chômage qui ne fait que s'intensifier, le pays doit d'abord diversifier sa production industrielle en augmentant sa création de richesses due à la transformation des produits agricoles, mais aussi en favorisant la création des start-up et des PME. En Angola, 79,8% des personnes employées se trouvent dans le secteur informel. Dans le pays d'Afrique australe, 47,5% de la population travaille dans l'agriculture, la chasse et la pêche, ainsi que le commerce. L'activité informelle contribue à hauteur d'environ 60% au produit intérieur brut, soit 64 milliards de dollars annuellement. Le gouvernement angolais poursuit son plan de transition inclusive de l'économie informelle vers l'économie formelle, avec pour objectif de garantir un travail décent pour les Angolais. La croyance au pétrole doit cesser pour laisser place à la créativité du secteur privé, pour laisser place au développement des start-up de créativité et de compétitivité. Le chômage des jeunes demeure l'un des défis majeurs pour le développement socio-économique en Angola. Selon les données officielles, les tranches d'âge entre 35 et 44 ans et entre 45 et 54 ans regroupent le plus grand nombre de personnes occupées. Au cours des 5 dernières années, près de 500 000 nouveaux emplois ont été créés dans le pays, dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à réduire le chômage. D'après le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, des experts appellent à investir davantage dans la production primaire afin de fournir des opportunités aux jeunes Angolais. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.